Tu es un habitué de la ville et aussi. Je suis un peu niçois. N'exagérons pas. Ah bah je suis marseillais. Allez, une nouvelle édition de Lecture pour tous avec notre invité François-Olivier Gisbert, invité à la fois par Françoise, toi et par moi, dans le cadre du dispositif Lecture pour tous. Beaucoup de monde pour m'inviter. Tu le mérites bien, tu le mérites bien. Ben oui. Tu es un habitué de la ville et aussi au travers du Festival du Livre. Je suis un peu niçois. Un peu marseillais. N'exagérons pas. Ah bah je suis marseillais, donc j'ai le droit d'exagérer. Et je suis très marseillais et un peu niçois, voilà, si on peut Voilà, dire. ça part le Pas cœur. très parisien, pas très parisien. Non, ça je te le concède. Et voilà, là tu vois, tu as une belle vue sur la ville. Ouais. Et on se rend compte qu'on est mieux là que nulle part ailleurs. C'est ce qu'on disait à midi. Hein. C'est dingue. À chaque fois que je viens ici, je me dis, mais quelle belle ville, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Les gens, ils ne sont pas conscients de vivre. Si. Non, peut-être vous, mais je sais pas. Je pense que les Niçois, ils savent. Et puis alors, il y a quelque chose ici, moi, que j'aime particulièrement. Et je le fais à chaque fois que je viens. J'adore les Niçois, ça c'est vrai. Les Niçoises aussi. Et j'adore, c'est faire la coulée verte. Elle est magnifique. J'adore la faire, c'est vraiment un endroit. Ben on s'arrête sur les arbres. Je suis prendre en photo les arbres qui étaient là parce que je trouvais que les couleurs, c'était magique. C'est un musée vivant, c'est juste extraordinaire. Ouais. On s'arrête, on regarde. Et puis hier, bon, j'ai passé un peu de temps parce qu'il y avait des étourneaux là, j'ai un arbre qui faisait un bruit d'enfer. J'étais là, je riais tout seul. Et c'est un bruit complètement dingue. Je pensais aux voisins à côté, voilà. Non, mais c'est bien, la nature comme ça en pleine ville, c'est formidable. Et bravo. Moi, je suis un sale gosse, moi. Bonjour à tous, écoutez, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour interviewer, accueillir à Nice, avec ma collègue Françoise Monnier, notre ami François-Olivier Gisbert, qui est aussi très impliqué dans le Festival du Livre de Nice et qui aujourd'hui va répondre aux questions pertinentes, sans aucun doute, de Bernard Deloupy, écrivain lui-même. C'est pas la peine de le présenter, mais ça va. Non mais par contre, ce qu'on peut présenter, c'est la délégation des seniors, puisqu'aujourd'hui c'est vrai dans un contexte qui est un peu particulier, et merci d'avoir accepté de jouer le jeu et de le faire sous cette forme, j'allais dire, filmée, mais qui va permettre de toucher les 100 000 seniors de la ville. Vous voulez dire qu'on est tous les deux des seniors? Non. Ce qui est vrai d'ailleurs. Ah non, mais j'aime beaucoup ce Voilà. Ce sont les aînés dont on a besoin, bien entendu. Voilà, mais je suis heureux d'en faire partie. Donc, voilà. Et donc on a un beau message aussi à faire passer à nos 100 000 seniors, oui, bien sûr. Et qui, je pense, seront très contents de réfléchir sur le dernier été. Ouais. Mais comme à Nice, on aime l'été, on se dit qu'il va y en avoir encore plein d'autres. À Nice, c'est tout le temps l'été. Mais c'est un roman, donc c'est pas vrai. Donc voilà, en tout cas, plein de plaisir à partager. Merci. Non. Alors, surtout, sur la chute, on retrouve dans la dernière phrase un peu la résonance avec l'engagement que vous aviez avec Lecture pour tous, que vous avez chez les enfants, parce que, comme vous citez souvent, m'a-t-on dit, Marc Aurèle, devant les enfants, vivez ce jour comme s'il était le dernier. Oui. Donc, il ça, faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. dernier. Ah non, mais c'est des phrases, de toute façon, que j'ai étudiées d'office depuis 50 ans. Donc, quand on fait des conférences, on a tendance à répéter les mêmes choses, c'est normal. Je ne vais pas inventer d'autres devises, j'ai celle-là. Et j'ai aussi une devise que j'aime bien citer, qui est de Sénèque. Il faut y penser à nos âges, chers camarades. Il faut les avoir toujours bien en tête. Vous êtes peut-être plus âgés que moi, je ne sais pas. Et à nos âges, c'est... Oui, mais je vis ça très bien aussi, moi, le vieillissement. Vous savez, il ne faut pas non plus... Voilà, rien n'est tragique, hein. Et puis on va disparaître, et alors, vous voyez, se dire... J'ai un écrivain pour qui j'ai une immense admiration, qui est Philippe Roth, et j'ai adoré ses premiers livres. Et puis, un jour, il a chopé un cancer de la prostate, moi aussi ça m'est arrivé, j'ai fait ça avant lui. Et bon, moi j'en ai fait un livre, mais comique, et lui il en a fait 3-4 livres, atroces, comme ça, il racontait sa fin. Il était horrifié de mourir, de disparaître. Ben oui, mais c'est très bien. Enfin, moi, comme je dis, je suis croyant parce que je suis panthéiste, je crois, voilà, au grand recyclage. Alors, évidemment, c'est un peu hérétique comme foi, je reconnais, mais il faut vivre ça très bien, avec une grande sérénité. Alors, quelle était la question? Alors, la question, justement, la question était que... j'ai deux dernières questions, parce que le temps tourne et cette émission touche à sa fin, je crois. J'ai deux dernières questions, mais aux journalistes.
À partir de ce que vous disiez, vous citez deux choses. D'une part, c'est l'Arménie, berceau de la chrétienté, dans ce livre. Et est-ce que dans cette guerre d'Arménie, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui vient de s'achever de façon un peu forcée, là, sous la contrainte de la Russie, est-ce que vous y voyez une sorte de guerre de religion? Ah bah oui, bien sûr. Coincé entre la Turquie et... Quand on va là-bas, de toute façon, les Turcs qui ont génocidé les Arméniens, puisque le génocide de 1915, c'est quand même 1 200 000 personnes massacrées en quelques semaines. D'ailleurs, ils ont profité pour faire aussi un génocide des Grecs, ce qu'on appelle les Grecs pontiques. Là, c'était quelques centaines de milliers. Et donc, il y a plusieurs catégories de la population comme ça qui ont été éradiquées. Éradiquées tout simplement très simple, c'est qu'historiquement, les cultures sont arrivées après, quoi. Ils sont arrivés, le pays existait déjà. D'ailleurs, il y a eu une époque, il y avait un empire arménien. Donc, ils ont conquis, ils venaient d'Asie, du fin fond de l'Asie, ils sont arrivés là, ils ont tout conquis. Et il y a comme l'idée d'effacer toutes les traces de ce qui était là avant. Et cette espèce d'obsession à vouloir détruire l'Arménie, qui a sa petite vie à côté, qui est un État, c'est un peu le résidu, les débris d'un empire. Et c'est pas grand-chose, ils n'ont pas de matières premières, ils n'ont rien, ils sont là tout seuls. Et les Turcs veulent encore les tuer, les bouffer, ils sont là aux portes, prêts à attaquer. C'est un truc de fou. Quant à l'Azerbaïdjan, l'histoire a été très mal racontée par la presse, comme d'habitude. L'Azerbaïdjan, c'est quoi? C'est un État c'est un État pétrolifère. Donc évidemment, il a des moyens. C'est-à-dire, on voit très bien qu'il a invité beaucoup de journalistes à grands frais, qui sont certainement les arrosants de champagne, de caviar, parce que vous aviez beaucoup d'articles qui étaient quand même insensés. Vous expliquez que les Arméniens avaient le droit d'être là. Mais bien entendu, les Arméniens n'avaient pas le droit d'être là. Mais pourquoi ils ont fait cet État, le Haut-Karabakh? C'était une enclave arménienne historique. On regarde les monastères, ils sont là depuis des siècles, depuis largement, plus d'un millénaire. Donc c'était une enclave arménienne en plein Azerbaïdjan. Et à un moment donné, après la chute du communisme, après des génocides d'Arméniens qui ont fait un nombre de morts absolument considérable, il y a eu des petits génocides, 10 000 morts par-ci, 20 000 morts par-là, au moment de la chute du communisme. Qu'est-ce qu'ont fait les Arméniens à ce moment-là? Tous les Arméniens qui se faisaient génocider, il y avait des pogroms, quoi. C'est-à-dire, on fait comme des Turcs ont essayé de faire d'ailleurs en France, dans l'Isère, avec des marteaux. Là, ils allaient casser l'Arménien, c'est une vieille tradition turque. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Arméniens quand ils ont vu les génocides des années 90 à Bakou, capitale d'Azerbaïdjan d'ailleurs? Eh ben, ils sont tous allés au Haut-Karabakh, puisque c'était la forteresse. Et puis là, évidemment, ils ont pris leur indépendance, ils voulaient pas, mais ils avaient le droit, techniquement par la Constitution, puisqu'ils avaient un statut différent que leur avait donné Staline, qui avait mis l'Arménie dans l'Azerbaïdjan, sans doute un peu pour casser les reins de l'Azerbaïdjan, des Azéris, parce que tout ça c'était des équilibres de population, faire en sorte que l'Arménie ne soit pas trop puissante, donc on plie le truc en deux. Et donc ils sont allés s'installer au Karabakh, ils ont déclaré leur autonomie, pour pas être génocidés, pour pas être tués dans les pogroms. C'est exactement ça qui s'est passé, donc ils n'avaient pas le choix. Ça a été zappé et totalement oublié. Donc cette guerre, c'était quoi? Les Azéris qui voulaient recommencer. D'ailleurs, je vais vous dire, vous avez un truc très simple, les images. Les images, vous savez, pourquoi est-ce qu'on attaque systématiquement les églises? Pourquoi est-ce que les monastères ont été bombardés? Enfin, ce sont des images, elles sont là, elles existent. Donc c'était la volonté. Si on veut prendre la possession d'un pays, on ne s'attaque pas forcément au lieu de culte. Donc, c'est ça l'histoire. Et si vous voulez, moi j'étais en Arménie, je trouve que c'est un pays absolument magnifique. Et il y a un passage sur l'Arménie, parce que dans les pays que j'ai visités, c'est certainement les plus beaux pays, à cause des Arméniens, à cause de l'espèce de paix générale qui règne, de la beauté des paysages. Enfin, c'est un pays absolument magnifique. Bon, et c'est un pays qu'on a abandonné, nous, l'Occident, et c'est triste parce que notre avenir se joue aussi là-bas, je pense. Et moi, j'ai envie d'aimer... d'aider l'Arménie, parce que j'aime l'Arménie. Voilà. Mais ce que vous venez de dire va faire chaud au cœur à toute la communauté d'Arméniennes à Nice, qui est très nombreuse, et à Marseille aussi, je le sais. Oui, bien sûr. Une dernière question, parce que maintenant l'émission coupe à sa fin. La régie nous fait des signes désespérés. Une question à l'américain. Est-ce que ces élections américaines, vous qui êtes né donc, dans le fief de Joe Biden, donc on ne pouvait pas tomber mieux, est-ce que ces élections américaines, pour vous, elles ont été la manifestation du pire des populismes, ou au contraire, c'est une énorme leçon de démocratie que les États-Unis nous ont montré avec des contre-pouvoirs qui fonctionnent malgré la puissance du présidentiel?
Oui, c'est-à-dire c'est un pays où il y a énormément de contre-pouvoirs. Et c'est pour ça que tous les journalistes français, là, souvent ineptes, qui parlent même pas anglais, que vous expliquez que Trump allait faire un coup d'État, c'est tellement con, c'est impossible aux États-Unis. Le système tel qu'il est organisé. Quand vous pensez qu'au moment en septembre 2001, vous vous souvenez, hein, le 4 septembre, quand il y a les tours qui tombent, George W. Bush est en train, je sais pas où, dans un lycée au fin fond dans le sud, il veut rentrer à Washington. Mais non, c'est un pays, si vous voulez, où le président est comme la reine des abeilles, si vous voulez, il est dans une sorte de cocon, il ne fait pas tout à fait ce qu'il veut. Et d'ailleurs, la preuve, il n'est pas parti. Et d'ailleurs, heureusement, parce qu'on a découvert après qu'il y avait un attentat qui était prévu sur la Maison-Blanche. Bon, donc, et ils lui ont dit, non, c'est pas la peine. Il paraît qu'il était furax. Non, il voulait rentrer, mais non, il ne peut pas. C'est ça l'Amérique. Donc, le jour où Bush décide le jour où Trump décide de faire un coup d'État, il pourra appuyer sur tous les boutons, ça ne marchera pas. Donc Trump est un personnage étrange, totalement extravagant, qui a été élu par hasard parce qu'il n'y avait personne en face, que Hillary Clinton est une mauvaise candidate et qu'il n'y avait pas de candidat républicain sérieux. Il est passé, il a été élu, et à ma grande surprise, il a fait un très gros score par rapport à ce qui était attendu. Pourquoi ? Parce que il y avait, dans l'affaire du Covid, c'est pas qu'il l'a mal géré, parce que c'est un État décentralisé, c'est une fédération, les États-Unis. Donc le Covid, il est géré par c'est ce que les journalistes français apparemment ne savent pas, il est géré par l'État de New York, par le gouverneur de l'État de New York. Le président, il appuie sur des boutons, il fait du cinéma. Mais il a dit tellement de conneries sur le Covid, quand même, les conférences de presse qui resteront des grands moments de l'histoire comique, enfin, on a l'impression que c'est un film. Il a dit tellement de conneries qu'évidemment, tout ça lui a imputé, parce qu'il a dit que c'était pas grave, que ceci, que cela. Il suffit de boire du gel hydroalcoolique, enfin, tout ce genre de trucs, ou peut-être de l'eau de javel, je sais pas trop. Enfin, il a raconté. Bon. Et donc, il a payé ça forcément très, très cher, au prix très cher. Et en plus, le Covid est arrivé et parce qu'il essaie de faire la prophétie autoréalisatrice, là, parce qu'évidemment ça l'emmerdait, le Covid, parce qu'il savait bien que ça allait plomber l'économie américaine. L'économie américaine, en janvier, quand le Covid arrive, elle cartonne. Elle cartonne, ça va très très bien. Tout le monde dit que ça arrive. Le Covid arrive, il y a des doutes. Moi j'étais sûr que ça allait être une claque énorme. Et en fait, c'est de justesse, quoi. Il est battu de justesse. Ouais. Ce qui montre qu'il y avait une force incroyable. Ouais. Et il est battu de justesse avec une leçon pour les démocrates, c'est quand même qu'ils se font piquer une partie de leur électorat, l'électorat des pauvres, et même sur les minorités où il a énormément progressé, sur les latinos c'est très surprenant, il progresse de manière incroyable. Ils ne sont pas encore majoritaires à voter Trump, mais enfin ça se rapproche. Les Noirs ça s'augmentait pas mal, alors que vraiment il n'y avait pas de raison pour les Noirs de voter pour lui. Mais on voit bien que les couches pauvres ont tellement profité, parce qu'ils ont profité de Trump. Elles n'ont pas profité d'Obama, c'est pas sûr qu'elles profitent de Biden. C'est-à-dire qu'il y a 2 millions de pauvres qui sont sortis des radars, enfin donc qui sont sortis de la pauvreté aux États-Unis sous Trump. Ça, on ne peut pas dire ça sous Obama, et j'espère qu'on pourra dire ça sous Biden, mais j'en suis pas sûr. Donc, si vous voulez, malgré toutes ces folies, toutes ces extravagances, tous ces trucs, ces déclarations ridicules, quand on fait le bilan économique, enfin social de Trump, il s'est passé des choses et on s'en est rendu compte parce que vu le niveau de crétinerie de son discours sur le Covid, il devait être blackboulé, quoi. Et en fait, il s'est pas si mal tenu à cause de ça. Et après évidemment, on voit bien qu'il pense le coup d'après. Il pense, bon, à mon avis, dans sa folie, il va penser peut-être qu'il sera candidat dans 4 ans, mais quand même, il sera bon, il aura notre âge peut-être. Bon, il n'aura pas l'âge de sucrer les fraises, mais je ne crois pas que ce soit une si bonne idée. Mais sinon, il y a une autre solution. Il y a beaucoup de gens le disent, de gens informés depuis longtemps. Il y a sa fille. Ivana Ivanka je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette famille. Donc il y a chez lui quelque chose, on se marre, on se dit mais c'est pas possible, mais comment ça peut marcher? Ben, je vais vous dire, c'est sûr, c'est un vrai problème, on se demande comment ça peut marcher. En fait, vous savez pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, il a obtenu des résultats économiques. Et c'est très clairement, c'est indéniable quand on voit les élections, il a gardé des couches d'électeurs qui étaient traditionnellement au Parti démocrate. Alors il n'a pas fait le kidnapping qu'il a fait à l'élection présidentielle de 2016, où là vraiment il avait chopé les grands fiefs du Parti démocrate, mais il a gardé des zones de force. Et le Parti démocrate, à mon avis, après Trump, c'est aussi bizarre que ça puisse paraître, moi j'étais sûr que ça allait être vraiment un raz-de-marée anti-Trump, et ben il garde des forces, et c'est pour ça qu'il a fait son numéro ridicule, comme quoi j'ai gagné, je fais des procès, parce qu'il veut continuer à mobiliser les troupes
voilà, que ça continue pour la revanche. Puis encore 2-3 élections de sénateurs, 2 élections notamment en Géorgie qui peuvent changer la majorité au Sénat, qui explique en grande partie, à mon avis, son truc sur le thème. Non, non, j'ai pas perdu, non, non, on va voir, parce que bon, voilà, il faut continuer à mobiliser les troupes. Donc tout ça, c'est beaucoup de cinéma, bien entendu. Très bien, je vous remercie. C'est toujours très compliqué de tenir les délais, parce que François-Olivier Gisbert, quand on commence à le lancer... Non, mais c'est vous, ça. C'est vous n'avez pas tenu de tout. C'est ça. Oui, mais je crois qu'on va le dire, faut le dire. Cette émission est achevée, nous vous remercions beaucoup. Merci, c'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur d'être ici à Nice. Je précise, je rappelle à nos téléspectateurs, dernier été, François-Olivier Gisbert aux éditions Gallimard, et qui vont être disponibles bien entendu dans toutes les librairies déconfinées, heureusement. Donc merci le déconfinement pour les librairies, commerce essentiel. Et vive la librairie, on a besoin d'eux. Et ils s'habillent ça.